le labeur, nous bâtirons entonner l'hymne sacré de notre... À partir de ce moment-là, il n'y a plus de gouvernement dans le pays. Parce que les ministres sont supposés ne pas exercer des fonctions politiques. Mais dès le moment qu'ils exercent des fonctions politiques, ils sont tombés en fait dans l'incompatibilité et nous n'avons plus, ils devaient tous démissionner. Donc ce que je vais faire, j'ai emprunté le titre de mon exposé, c'était la fin de l'histoire et des dictatures et la limitation des mandats présidentiels en Afrique. Je crois que je vais me limiter au Congo. Au Congo, le pauvre Tumbaloba et le pauvre Jean Ndoli ayant tout dit sur beaucoup... Il a dit beaucoup de choses sur l'Afrique. En réalité, la fin de l'histoire, c'est un concept que j'ai emprunté chez Francis Fukuyama. Francis Fukuyama a écrit un intéressant article, un intéressant ouvrage intitulé « La fin de l'histoire et le dernier homme ». Bon, à ce concept, en fait, me ramène, si vous allez dans la conception marxiste des termes, j'aurais pu parler de l'eschatologie des dictatures. Et on est arrivé à l'eschatologie des dictatures en Afrique et particulièrement à l'eschatologie de la dictature dans notre pays. Et vous qui lisez la Bible, il y a eu un matin, il y a eu un soir. J'allais dire c'est le grand soir. C'est le grand soir de la dictature dans ce pays. Et cette conférence se tient à un bon moment parce qu'en réalité, professeur, les gens étaient en train de demander mais pourquoi, quelle est la position des constitutionnalistes? De l'extérieur comme de l'intérieur. Je suis sûr que même le président en faisant fonction était aussi en train de demander mais où sont-ils? Et la réponse lui est donnée aujourd'hui avant qu'il ne s'adresse à la nation pour qu'il annonce la meilleure décision. C'est l'impossibilité d'un troisième mandat constitutionnel dans le monde. Et je veux dire, il n'y a aucune théorie. Il n'y a aucune théorie et vous avez affaire ici à des doctrinaires. Ce ne sont pas des chercheurs en droit constitutionnel dont vous n'avez jamais vu aucune publication. Et les médias les appellent bien chercheurs en droit constitutionnel. Mais cela n'est pas grave. Je pardonne à nos amis des médias, ça dépend de la façon dont la personne se présente. Eh bien, j'aime bien les médias. Vous avez affaire à des doctrinaires. Il n'y a pas une théorie qui permet de justifier un troisième mandat dans notre pays. Aucune, et ça fait honte si nos étudiants, cet étudiant-là dont on tait le nom, pour des raisons que vous connaissez, ce n'est pas possible. Et même lorsqu'on parle du principe de l'immutabilité dont on a entendu parler, mais c'est foncièrement un concept de droit civil. C'est l'immutabilité de nom, l'immutabilité des régimes successoraux. C'est un concept de droit civil. Et quand vous dites ça en vertu du principe de l'immutabilité, donnez au moins l'auteur, si vous êtes un chercheur en sciences, et comme nos étudiants le savent, donnez au moins une référence. D'où vient ce principe-là? Le principe de l'immutabilité, il est venu tard en droit constitutionnel. Donnez au moins des sources. Donnez les références, où est-ce que vous avez lu. Mais malheureusement, tu ne peux pas être chercheur, vous ne pouvez pas être un chercheur si vous ne lisez pas. Donc je vais essentiellement me fonder là-dessus. Pour moi, donc, je ne serai pas long, beaucoup de choses ayant été dites. Le troisième mandat est impossible dans ce pays. Et je crois, le président en fonction, à l'occasion de ce jour, à l'occasion d'entendre le vrai message et de ne pas se plier au turiféraire. Et ce n'est pas sans raison que les professeurs qui sont de l'autre camp, personne n'a levé la tête. Je ne sais pas si vous l'avez constaté. Vous n'avez vu aucun professeur lever la tête pour venir au secours de cet aventurier ou de ce délinquant. Vous n'avez pas entendu. Il y a des raisons pour cela, parce qu'il n'y a rien à défendre. Et nous-mêmes, on savait, après la revue donc, de l'ouvrage tristement célèbre entre la révision de la Constitution et l'addition de la Nation, on n'était plus obligé d'intervenir. Les choses étaient faites. Et le collègue avait compris et il le savait lui-même. C'est pourquoi vous ne l'avez pas à intervenir après.
Mais on est obligé d'intervenir parce que les médias, on donne trop de poids à des choses qui ne valent pas la peine. On doit y répondre maintenant, c'est parce que toute une majorité présidentielle et s'accroche à ça. J'ai vu ça dans la lettre de M. Cambéré au CLC. Et il dit, bon, il pratique, je ne sais pas où il pratique, mais ce n'est pas mon affaire. Bon, ils se sont déployés sur tous les médias en train pratiquement d'importuner la nation. C'est importuner la nation que de jouer avec sa constitution. Et comme le manifeste que nous avons signé tout à l'heure le dit, la constitution est sacrée. Et le prof Ndioli aime le dire. La constitution a une âme. Elle a un esprit. Ce n'est pas une compilation d'articles. Et c'est pourquoi les juristes le savent. L'un des meilleurs ouvrages qui sont étudiés en droit constitutionnel, c'est l'ouvrage de Montesquieu. Et c'est intitulé « L'esprit des lois ». Ce n'est pas la lettre des lois. Beaucoup de gens ne lisent pas le livre de Montesquieu. Et cet étudiant, effectivement, il n'a pas su le lire. C'est l'esprit des lois et non pas la lettre des lois. Vous n'allez pas vous baser sur un article, dire que le régime ayant changé, donc on remet le compteur à zéro. Ce n'est pas possible. Et le prof Toumbala va la rappeler. L'esprit des lois, l'esprit c'est ça dès l'exposé des motifs. Vous passez au préambule et jusqu'à la fin, donc ça coule, c'est comme une chaîne. C'est la même idée du début à la fin. Et le prof l'a dit. On n'a pas révisé l'exposé des motifs. Et c'est une révision. Et puis on vous a dit, le deuxième, parce qu'on sait, mais c'est le scrutin universel n'a pas été changé. Sur la question de la limitation du nombre de mandats, on n'a pas touché au principe. Rien du tout. C'est vraiment, je ne sais pas quel français, c'est même du français facile. C'est du français facile, donc le régime reste le même. Parce qu'on vous dit, le nombre, je cite seulement, il y a plusieurs principes, le nombre et la durée des mandats présidentiels. Et le président de la République lui-même revoyait son discours devant le discours d'investiture présenté le mardi 20 décembre 2011, entre 11h30 et 12h30. Revoyez le discours du président lui-même. Il reconnaît que c'est la deuxième fois, il remercie le peuple congolais. Et même le procureur général de la République, lorsqu'il fait son réquisitoire, ce jour-là, il reconnaît qu'on a affaire à une réélection. Et lorsqu'on parle de réélection en français facile, ça signifie qu'il y a une élection. Il y a eu une première élection et maintenant c'est une réélection. Donc on ne peut pas hésiter sur des choses comme ça. Et je pense, à mon niveau, dans mon sens, que le président de la République, et le prof l'a dit, devait appliquer sa fonction de président de la République. Parce qu'un troisième mandat, nous disons que non seulement il est impossible, mais il ouvrirait la voie. Ce serait un crime imprescriptible de haute trahison contre la nation et l'État. Peut-être il est important qu'on explique ce que c'est qu'un crime imprescriptible. C'est-à-dire qu'il peut pleuvoir, il peut neiger, le crime reste un crime. Et nous devons être stricts avec les dirigeants, surtout ceux qui ont des charges publiques, lorsqu'ils prennent des engagements. Ils doivent les respecter parce que ça fait partie de la régularité, même de l'honneur qu'il faut, l'éthique, les codes. Il y a un code d'éthique de l'agent public qui fonde aussi ces règles-là. Lorsque vous prenez l'engagement, vous devez les respecter. J'avais mentionné aussi que cet accord a été repris dans plusieurs résolutions du Conseil de sécurité. Est-ce qu'aujourd'hui on peut négliger cet accord comme le disent? Quelque part, ils le font sans se gêner, alors qu'ils prétendent être des dirigeants. Est-ce que vous trouvez normal que dans un état de droit, qu'un dirigeant puisse prendre des engagements et ne pas les respecter? Ce n'est pas un dirigeant digne de ce qu'il est. Donc, je pense que tout en me réalignant à ce que le prof Ndioli a déjà dit sur cette question, mais nous devons faire respecter les engagements par nos dirigeants, parce que c'est ça même l'essence des dons d'État.
Vous les entendez toujours dire homme d'État, mais quel est le sens, quel est le contenu d'homme d'État, si ce n'est pas respecter la parole donnée? Un républicain, c'est lui qui respecte les lois, mais l'accord lui-même est une loi entre les partis qui l'ont signé, qui ont adhéré. C'est une loi, c'est connu de tous les juristes. On peut s'en passer comme ça, alors que nous étions avec des ministres, jusque même au directeur des cabinets du président de la République qui était là présent. Tous les ministres étaient présents, ils ont signé. Donc c'est un problème de moralité aussi publique. Et nous devons être capables de dénoncer ça, parce que ce n'est pas donner un bon exemple lorsqu'on est dirigeant dans une société démocratique. Si vous citez des professeurs qui tambourinaient ou turiféraient, ou je ne sais pas, qui ont écrit ceci ou cela, mais c'est un faible pourcentage. Mais encore une fois, les médias font beaucoup écho à leur dire, à leurs paroles. Mais en réalité, plus de 90% des professeurs, des enseignants de la faculté de droit comme de l'université ne sont pas dans la sphère politique. Et ensuite, comment ne pas être fier lorsque je me rends compte que parmi ceux qui sont à la pointe de la lutte pour les droits de l'homme, le respect des libertés fondamentales et publiques, il y a notamment des juristes que nous avons formés. Et on a cité Maître Kapiamba, il y en a beaucoup d'autres, on ne peut pas... ils sont nombreux qui sont dans cette lutte-là. Et je suis très fier, je me dis au moins il y a des gens qui ont appris le droit et qui s'en servent pour défendre les faibles, les orphelins, les veuves, les prisonniers, ainsi de suite. Et il m'arrive d'ailleurs de les interpeller même maintenant, et je salue sur la disponibilité de Maître Kapiamba. Il peut vous dire que jour et nuit, je l'appelle, il est toujours disponible, je lui demande mais qu'est-ce que vous faites, il y a telle situation, mais vous faites quoi, ainsi de suite. J'ai appris que... Et ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé cette collaboration. Dans la salle, il y a des personnes qui ont été avec moi au ministère des Droits Humains. Et je me rappelle notre riche collaboration avec Floribert Chebeya, le regretté Floribert Chebeya, Sapou, et les Toges Noires et tant d'autres, la SADO. Nous avons travaillé en synergie avec les défenseurs des droits de l'homme et parmi eux beaucoup de juristes. On a su obtenir un grand nombre de résultats, la fermeture des cachots parallèles, des GNM, la suppression de la cour d'ordre militaire. Peut-être beaucoup parmi vous sont jeunes et n'ont pas connu l'époque de la cour d'ordre militaire avec le colonel Alamba. Nous étions dans la République une des rares personnes qui pouvaient convoquer le colonel Alamba au bureau. Et combien même parmi ses collègues de la cour d'ordre militaire, je pense ici au regretté professeur Akele, ne se sont pas retrouvés menacés, ont eu recours aux droits humains pour assurer leur protection, respectée. Et je pense que c'est finalement un problème de valeurs et de principes, de convictions profondes. Bon, aussi longtemps que vous pensez que vous êtes en convergence ou en harmonie en ce qui concerne la promotion, le respect des valeurs et des principes, ça va, vous pouvez travailler ensemble. Mais à partir du moment qu'il y a un fossé qui apparaît, que vous vous rendez compte que ceux avec qui vous êtes ne respectent pas leurs engagements, eh bien vous n'êtes plus liés. Vous avez le droit et le devoir de l'équité et de faire en sorte que ces valeurs et ces principes pour lesquels vous avez consacré votre vie puissent être respectés. Et comme le professeur a dit, c'est de persévérer qui est diabolique. Bon, c'est un problème, c'est une question d'éthique et de déontologie. Et malheureusement qui est très absente dans le vécu politique de notre pays, dans le comportement des politiques de notre pays. Des politiques du pouvoir, mais aussi des politiques de l'opposition. C'est un problème d'éthique et de déontologie. Il nous faut un réarmement moral, réintroduire l'éthique et la déontologie, parce qu'il n'y a pas de moralité en politique ici chez nous. C'est ça le problème fondamental. Je ne répondrai pas à toutes les questions concernant celui dont je ne souhaite même pas citer le nom, parce qu'il a été finalement l'étudiant de mes étudiants.
Il ne retient pas de répondre. Je pense que ce sont des inepties, des aberrations. Mais je voudrais ici m'interroger, pour finir, terminer, est-ce qu'il faut accorder encore un énième cadeau constitutionnel au président en fonction Joseph Kabila? Nous avons commencé par réduire l'âge. Nous étions à Sun City, c'était une ensemble. L'âge d'éligibilité à la présidence de la République a toujours été de 40 ans en République démocratique du Congo. C'est en tenant compte de sa personne qu'on a réduit l'âge de 40 à 30 ans. D'ailleurs, je suis sûr qu'après son départ, on sera obligé de réajuster et de remettre à 40 ans. Bon, nous avons en 2006, entre les deux tours, il fallait organiser des débats entre les deux candidats qui étaient en liste. Nous avons contourné les débats. On a expliqué, on a contourné les débats, on l'a pas fait. En 2011, oui, le niveau d'études. Il y avait auparavant l'exigence d'un certain niveau de formation universitaire et supérieure. On a supprimé, on a enlevé. Ça a fait l'objet de débats et tout ça, et on a supprimé. Bon, on est passé du scrutin à deux tours, à un seul tour, à majorité relative. C'est encore un cadeau. Et je considère que l'arrêt de la Cour, c'est également un autre cadeau. Bon, maintenant, faut-il encore lui donner un autre cadeau, dernier mandat, du troisième mandat? Son nom. Il est en situation d'empêchement électoral et il ne peut plus se représenter. Ce que nous attendons de lui, c'est comme a dit le professeur Mbata, on ose espérer que dans son adresse incessante à la nation congolaise, à travers le Congrès, qu'il va reconnaître qu'il se trouve en situation d'empêchement électoral et qu'il puisse dire de façon explicite qu'au regard de la Constitution, il ne pourra plus se présenter ou se représenter à l'élection présidentielle. Voir qu'ils disent que les compteurs ont été remis à zéro, mais les posteurs ont démontré que la révision de 2011 n'a pas touché au régime constitutionnel et qu'il faut interpréter la Constitution commune. On va partir de l'exposé de mon jusqu'à la fin. Évidemment, ils ne se sont pas représentés sur les individus parce que le plan de la majorité présidentielle fonde maintenant sa foi sur cette conception de l'un de nos étudiants. Est-ce que ceux qui ont signé veulent répondre au cas pour qu'on sache exactement qui n'a pas signé? Nous avons l'espoir, parce que vous savez, mon cher ami, il y a une seule personne qui a juré serment devant Dieu et devant la nation. C'est le président de la République. Et maintenant, il est face à lui-même. Il est face à l'histoire. Et lorsqu'il va parler la semaine prochaine, notre espoir est que le président, qui attendait effectivement aussi notre point de vue, va prendre la meilleure décision et ne pas suivre tous ces embryonnaires du pouvoir, tous ces flatteurs, tous ces turiféraires qui lui disent le jour et nuit qu'il doit se présenter. Nous espérons, en tout cas de notre part, que le président prendra la meilleure décision. Il va remercier son peuple pour tout le temps qu'il a été à la présidence. Il va annoncer qu'il ne sera pas candidat et il va accompagner le processus électoral jusqu'à la fin. S'il y a une poignée de personnes qui sont venues signer le manifeste, comment ferez-vous pour le manifeste sera fait, ça ce n'est qu'un début. Là, c'est le lancement du manifeste. Il va aller dans toutes nos universités, dans toutes nos corporations professionnelles. Il va aller dans les provinces, les communautés de la diaspora attendent également ce manifeste pour envoyer un message clair à la nation. Vous venez de lancer le manifeste des universités congolaises sur, disons, sur le troisième mandat présidentiel à RDC. Et, bref, qu'est-ce que la population peut retenir de cette rencontre? Bon, la population devra retenir tout simplement au regard de la constitution de notre pays et de l'accord politique global et inclusif
du 31 décembre 2016, le président Joseph Kabila n'a pas droit à un troisième mandat. Et que tous les discours, les campagnes, la rhétorique qui est organisée par certains cadres de la famille présidentielle constitue tout simplement une stratégie pour pousser le président Kabila à violer la Constitution. Et nous attirons l'attention des uns et des autres sur le fait que violer la Constitution constitue dans les chefs de son auteur complice ce qu'on appelle la haute trahison, qui est considéré par la Constitution comme un crime imprescriptible parce qu'un crime commis contre la Constitution, contre la nation et contre l'État. Donc voilà le message qui... Président, vous n'êtes pas le vide en besoin parce que le président Kabila n'a rien dit jusqu'à présent qu'il sera candidat à l'élection présidentielle. Non, nous répondons par cette conférence, par notre manifeste, parce que nous avons constaté que depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, certains cadres de la famille présidentielle sont en train de développer une campagne médiatique allant dans ce sens. Et nous craignons qu'en les laissant sans réagir, que ça puisse entraîner même la conviction de notre population, sans oublier même de lui-même président Joseph Kabila. Donc c'est pour nous, par devoir citoyen, que nous réagissons pour que le chef de l'État puisse être suffisamment édifié sur cette question, qu'il ne se laisse pas entraîner dans ces jeux dangereux qui risqueraient de le faire conduire à commettre notamment un crime imprescriptible contre la nation. Hormis la candidature de Joseph Kabila, mais vous soutenez quand même la tenue des élections, c'est le 23 décembre. Nous sommes pour des élections démocratiques, inclusives et honnêtes. Et nous insistons, c'est la raison pour laquelle dans les manifestes que nous avons lancés, qui viennent d'être signés déjà par plus de 100 universitaires qui ont répondu à notre invitation, nous exigeons aussi à ce que les élections soient démocratiques et que le chef de l'État, le président Joseph Kabila, joue le rôle réellement d'arbitre pour s'assurer que le processus lui-même respecte la Constitution et les lois de la République. Voilà tout ce que nous demandons. Ceux qui lui chantent n'importe quoi. Et le manifeste est en train d'être signé. Le manifeste est attendu à travers toute la République. Le manifeste est attendu dans toutes nos universités. Le manifeste est attendu dans la diaspora. Eh bien, ce sont les Congolaises et les Congolais, et au pays ou à l'étranger, qui veulent dire au président de la République, qui n'entendent pas ce qu'il lui chante n'importe quoi, qu'il n'y a pas de place de troisième mandat et qu'en réalité, il y a aussi une vie après la présidence. Je vous remercie. Lorsqu'il va s'adresser au Congrès, le président de la République va... Bon, moi je pense que avant que le président faisant fonction prenne la parole devant le Congrès, il fallait que les intellectuels et surtout nous les universitaires, nous puissions tirer la sonnette d'alarme envers notre peuple, envers la communauté internationale et envers M. Kabila et sa famille politique, pour rappeler qu'il est tenu de respecter la Constitution, comme il a promis lui-même plusieurs fois lors de ses différentes conférences de presse. En ce sens que le pacte républicain que nous avons signé à Sun City stipule que le mandat du président de la République est de 5 ans, une seule fois renouvelable. Dans le cas d'espèce, le mandat de M. Kabila a déjà pris fin depuis le 19 décembre 2016. Ceci a été constaté par la Cour constitutionnelle de notre pays. Et donc, pour le moment, il expédie les affaires courantes et nous sommes convaincus qu'il va prendre enfin la bonne décision
d'annoncer à l'opinion, tant nationale qu'internationale, qu'il n'est plus éligible à cette fonction de président de la République, et donc il va rester sénateur à vie et servir la nation. S'il vous plaît, le problème pour ce processus n'est pas seulement le troisième mandat de Kabila. Comment vous, intellectuels, vous assistez à cette polémique autour de la machine à voter qui entacherait le processus électoral en cours? Non, non. La conférence d'aujourd'hui, l'atelier qui vient d'avoir lieu, c'est sur l'impossibilité d'un troisième mandat pour M. Joseph Kabila. C'est pour ça que nous sommes venus. Nous ne sommes pas venus parler de l'ensemble du processus électoral pour lequel nous, rassemblement que préside Félix Tshisekedi, nous nous sommes déjà prononcés. Vous savez que pour nous, nous n'irons pas aux élections tant qu'il y a la machine à voter, qui est une machine à tricher. On ne peut pas aller jouer un match pour lequel l'arbitre a déjà désigné le vainqueur. Unis par les sorts, unis.